Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à Sport Express. J'ai essayé de trouver une nouvelle façon de nous introduire parce que mon ami Mathieu, il dit toujours qu'on dit la même affaire en intro pas en extro, mais... On est plat. Je sais, on est plat de même. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ben oui, ça va bien, merci. L'invité de cette semaine, même parallèle, même sport, même shape. Oui, Hugo Girard. C'est vraiment... On a été séparés à la naissance, comme on disait tantôt, jumeaux identiques. Oh, comme le film avec Arnold Schwarzenegger et Victor... De Vito. C'est pareil. Danny De Vito. Merci, merci Bruno. Bienvenue à Sport Express. Lisanne, cette semaine, je suis content à chaque semaine, là, mais c'est juste qu'on n'a pas le même âge, mais presque. Mais c'est un gars que je suis depuis fort longtemps et tellement content de l'avoir sur notre plateau cette semaine. Hugo Girard est avec nous. Salut. Allô, ça va bien? Ben oui, ça va très, très bien. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai qu'on te connaît, t'es présent dans les médias depuis quelques années, on va se le dire, mais avant ça, puis c'est pour ça que tu es sur notre plateau également, carrière sportive extraordinaire, on va se le dire. Mais je lisais un peu ce que Lisanne m'avait laissé comme note. Toi, à un jeune âge, tu étais capable de visualiser que moi, sais-tu, je vais devenir l'homme le plus fort au monde. Mais attends une minute, là. À 12 ans? À 12 ans. À 12 C'est ans, quelque chose, quand même. Mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Ouais. Pour être honnête, avec du recul, quand j'y pense, c'était probablement une façon de me donner un phare qui allait me permettre de garder la direction sur quelque chose qui allait pouvoir me sortir de l'environnement dans lequel j'étais. OK, à ce point-là. Oui. Fait que un parallèle que je pourrais faire, c'est possiblement, mettons qu'on prend dans les ghettos américains, l'athlète, qu'il y a juste le sport pour sortir du ghetto, parce que tu n'as rien d'autre dans la vie. C'est vrai. Mais ça devient ton véhicule pour t'en sortir. Mais moi, ça a été ça. Quand j'ai vu ça à la télé, parce que c'est une compétition d'hommes forts que j'ai vu à la télé, puis c'était le défi Mark Ten, puis ça me rappelait des personnages des bandes dessinées que je lisais quand j'étais plus jeune. Puis là, c'était comme avoir des super-héros. Oui. Nature, des vrais. Ouais. Puis là, moi, tu sais, on n'a pas d'un petit village, il n'y a pas grand-chose au niveau de sport organisé, mais de lever des poids, ça, je suis capable. C'était comme plus facile de pouvoir me trouver quelque chose que je pouvais pratiquer. Et par la suite, ce qui allait me permettre de pouvoir avancer, c'était moi qui devenais la locomotive. Oui, vraiment. Donc, elle va aller aussi loin que moi, je vais vouloir pousser. Qu'est-ce que tu levais au début, tu sais, pour trouver des choses lourdes, justement? Au début, ce que j'ai fait, en négociant avec mes parents, pour ne pas dire harceler, on a réussi, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils acceptent de payer la moitié des coûts nécessaires pour acheter de l'équipement d'entraînement. Puis l'équipement, wow. c'était quand même assez limité, parce qu'à peu près tout ce qu'on avait dans la maison, puis sur le dos, ça venait de chez Sears. OK. Puis dans le catalogue, il y avait 2 pages avec de l'équipement, puis ça se résumait à un ensemble de posés haltères puis un bon entraînement. Puis c'est avec ça que j'ai commencé. À ce point-là. Hein. Ouais. Quand j'écoute ce que tu dis, puis en suivant ta carrière un peu, puis j'ai pas envie de faire le parallèle, mais tu me diras si on peut en faire un. Louis Cyr, Hugo Girard, ça se connecte-tu à quelque part, ça? Oui, parce que Louis Cyr, moi, j'avais une de mes tantes, puis ils ont fait, dans les années, je pense, 50 ou 60, une réédition des entrevues que Louis Cyr avait fait avant sa mort avec, je ne voudrais pas dire le nom du journal, parce que c'était le journal qui était populaire à l'époque, Ouais. puis ils ont fait comme une réédition, puis elle les avait gardées, parce qu'elle gardait toutes. Puis là, quand elle a vu que je commençais, que je m'entraînais puis que j'aimais ça, elle me les avait emmenés. Ah, fait que ça a été comme une inspiration, un peu. Oui, en partie, parce que là, tu as compris un peu d'où ce que tu venais. Ouais. C'est le fun, parce que quand tu pratiques quelque chose, mettons que tu joues au hockey, mais tu es capable de te référer à Maurice Richard, Ouais. avec Jean Béliveau. Là, dans le domaine de la force, tu sais, je voulais être le plus fort parce que je l'ai vu à la télé, et là, tout d'un coup, ce que tu réalises, ça existait avant. Et non seulement ça existait avant, mais c'était valorisé, et on avait un Québécois qui a été l'homme le plus fort du monde. Mais Exact. oui. Et qui a été reconnu comme tel, et qui a eu une carrière qui a dépassé les limites des frontières canadiennes, et qui a eu un impact sur la société québécoise de l'époque. Ouais. Ça, c'est le fun parce que ça donne une valeur à ce que tu fais. Puis ça, c'est pratique parce que quand tu arrives dans les moments plus difficiles ou les moments les plus rough, tu comprends que tu fais quelque chose qui a une réelle valeur Ouais. et non juste quelque chose que personne ne peut comprendre. Puis on va être honnête, même s'il ne le comprenait pas, c'est pas grave. Moi, je le comprenais. Oui. Puis moi, je me disais, mais je peux devenir le Louis Cyr des temps modernes.
Ben oui, il serait fier de toi. Ben, j'espère. Ben oui, il a laissé une trace. Il a été policier, lui, ici. Exact, Ouais. oui, c'est ça. C'est pour Oui, ça que je ça le veut disais dire tantôt que aussi. beaucoup, puis après ça, il a laissé sa carrière de policier pour sa carrière d'homme fort. Fait qu'il y a beaucoup de parallèles, effectivement. C'est juste drôle parce que ça a donné de même. Fait que peut-être qu'on va se poser la question, est-ce qu'on croit dans la réincarnation? Ben oui. Ah, peut-être. Qui sait, qui sait. Puis qui va suivre? Qui sera le prochain? Il y a voilà. beaucoup de relèves quand même. Il y a beaucoup de maintenant. relèves parce que suite, je te dirais, à mon implication Ouais. puis ma carrière d'athlète, ben, j'ai participé à mettre sur pied une organisation. Il y a eu des compétitions. Puis là, maintenant, tu as un Ontarien qui a remporté le World Strongest Man Ouais. il y a 3 ans. Fait que tu vois qu'il y a une continuité. Puis au Québec, on a quand même eu des Jean-François Caron, Jason Paulin, Vraiment, ouais. Louis-Philippe Jean. Il y en a eu plusieurs parce que une fois que tu as fait la trail, ben, les autres sont capables de suivre. Parce que là, tu as de l'espoir. 2, tu sais que ça existe. Et 3, on va se le dire, c'est pas mal moins dur quand les gens comprennent ce que tu fais que quand ils ne comprennent pas. Ben oui. Puis même lors des derniers Jeux olympiques d'été, c'était rare de voir un Canadien ou une Canadienne remporter des médailles, que ce soit en lancer du poids ou des Ouais. choses comme ça. Et là, c'est arrivé. Donc, c'est là qu'on voit qu'au pays, on commence à prendre de plus en plus nos aises. Là. Ben, à vrai dire, le Québec, mettons qu'on regarde ça en soi, au niveau des sports de force, le Québec, c'est un peu comme un berceau OK. de la force. Parce qu'à une autre époque, d'être fort physiquement et résistant, c'était une valeur que tu pouvais monnayer. Parce qu'un bon travailleur pouvait monnayer ses services parce qu'il faisait plus d'ouvrages qu'un autre. Louis Cyr l'a prouvé, il avait le salaire de 2 hommes. Oui. Donc, Il mangeait pour 3-4 aussi. oui, fait que ça se exactement. compensait. Comme c'est pas lui qui payait, peut-être. non? Mais tu sais, au final, où ce que je veux en venir, c'est qu'il a fallu qu'on passe par une sélection naturelle qui s'est faite due à l'ardeur du pays lors de la colonisation. Donc, les plus forts survivaient, puis les plus faibles C'est mouraient. Ce que ça a fait, c'est que ça a fait des athlètes qui sont reconnus. Tu sais, au hockey, là, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais on a combien de légendes québécoises qui ont marqué l'histoire de la Ligue nationale, puis c'est construit à partir de ça, Plein. il y en a plein. Oui. Pourquoi? Bien, souvent, c'est peut-être pas juste une question de talent, c'est une question de résilience, d'ardeur, de volonté. Il faut que tu te battes plus fort. Donc, au Québec, à une certaine époque, la force, 1, était valorisée. 2, vu qu'on la valorisait, les gens la pratiquaient à leur manière. Tu sais que tu as des Joe Montferrand, tu as Victor Delamare. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que tout d'un coup, en comprenant qu'il y a une histoire autour de la force, puis que tu vois des athlètes à différentes époques qui se sont démarqués, bien, pourquoi maintenant qu'on le ferait pas? C'est pas vrai parce qu'on est Québécois qu'on est un peuple qui est moins capable. C'est vrai. Au contraire, c'est juste qu'il faut comprendre que sur la grande planète, on n'est pas beaucoup versus le reste. Donc, au prorata, c'est plus difficile de pouvoir performer au haut niveau, mais il y en a beaucoup qui se démarquent, puis je pense qu'en partie, c'est parce qu'ils viennent du Québec. Je veux surfer là-dessus, Hugo, parce que tu l'as dit, tu sais, le Hugo Girard de 12 ans qui se dit « Moi, je vais devenir champion du monde » ou l'homme le plus fort du monde, c'est une chose. Au baseball, tu es un lanceur gaucher, tu es au Québec, tu es au Canada, ça va bien. Quand tu arrives aux États-Unis, tu te rends compte que des lanceurs gauchers comme toi, il y en a des milliers. Toi, quand tu arrives à l'international, comment on fait justement pour s'adapter à un Suédois, un Norvégien ou peu importe? Là, tu dis, tabarouette, finalement, des Hugo Girard, il y en a peut-être d'autres. C'est-tu là que la résilience rentre en ligne de compte? Sais-tu, moi, j'ai vu d'autres choses aussi, puis je suis capable d'être à ce niveau-là? Je pense que ça part avant ça. Là, je vais m'expliquer. Si tu attends d'arriver à un certain niveau pour comprendre le niveau qu'il faut que tu donnes pour y arriver, mais peut-être que tu n'y arriveras pas parce que toutes les années avant que tu arrives à ce niveau-là pour te tester, c'est ces années-là que tu te construis. Donc, moi, là, quand on m'a invité pour aller à mon premier championnat du monde, c'est 3 semaines avant le championnat du monde. Ah, my God, c'est tough, ça, parce qu'il faut pogner un pic de performance Oui, au parce bon que moment. moi, le sport n'existait pas de 91 à 98 au Canada. OK. Donc, moi, quand j'ai eu l'appel, c'est pas parce que je m'étais qualifié, c'est qu'il y avait besoin d'un athlète canadien. OK. Puis là, ben, quand je suis arrivé là-bas, ben, c'est sûr que 3 semaines, tu vas me dire, c'est pas assez de temps pour se préparer à main. Mais moi, je me préparais pour ce moment-là depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Donc, tu comprends, c'est tout ce que tu fais à main dans la manière que tu le fais. Puis oui, je comprends quand tu arrives à un autre niveau, les autres sont forts, puis tu les réalises. Par contre, le lanceur qui est bon ici, s'il se complaît parce que tout le monde lui donne une claque dans le dos pour lui dire qu'il est bon, mais peut-être qu'il va pousser un petit peu moins fort. Ouais. C'est vrai. Parce que c'est plus facile d'être un gros poisson dans un étang Ouais. qu'être un gros poisson dans l'océan. Mais les gens qui se démarquent à l'international sont pas juste un gros poisson dans un étang. Ils ont l'attitude de la personne qui veut être un gros poisson dans l'océan. Ouais. Tu deviens pas le meilleur parce que tu penses être le meilleur des moins forts.
Tu deviens le meilleur parce que tu vas être le plus fort. C'est pas un peu la nouvelle génération? Parle-moi un peu de la nouvelle génération. Je le vis. Ma fille a 16 ans, sont entrées au cégep l'an prochain, elle joue au Midget 3 au hockey. Puis on dirait qu'elles ont peur ou ils ont peur de faire des erreurs. On dirait que c'est travailler pour avoir un certain standard. Il y a un psychologue qui parlait à 98.5 la semaine passée qui disait c'est difficile de dire à un jeune aujourd'hui qui a fait des erreurs ou gars, fais ça comme ça, puis tu vas arriver à un certain niveau. Mais ça prend ça aussi, des fois, de dire, regarde, c'est pas parce que tu l'as pas la première fois que tu l'auras pas 10 fois plus tard. Ben, à vrai dire, quand est-ce qu'on devient meilleur en faisant des erreurs? Parce que l'erreur nous apprend. Tu sais, quand On tu fais une s'en souvient bien plus. Exactement. Ben oui. Tu sais, puis au lieu de voir l'erreur en soi comme une finalité, il faut que tu le vois comme une opportunité. Tu sais, quand tu fais une compétition et que tu ne l'as pas gagnée, là, ce que ça te donne, c'est un peu comme un examen d'école. Ouais. Puis là, ben, tu comprends sont où tes faiblesses, c'est quoi les points améliorés. Donc, le vrai champion ou la vraie championne va s'en servir pour devenir meilleur. Donc, la personne qui a cette attitude-là, elle ne perd jamais. Elle est toujours en apprentissage. Pourquoi? Pour devenir meilleur. Puis pour les jeunes, as-tu l'impression que ça rentre dans le cerveau de la jeunesse actuelle? Bien, Puis je pense toi, que ton c'est- fils est un athlète, d'ailleurs. Oui, mais je assez pense que ça, c'est défendu. quoi que tu peux le montrer. Ouais. C'est de quoi qui s'apprend. Sauf qu'on comprend que là, quand Midget 3A, c'est ça? Ouais. Bon, Midget 3A, tu es dans un milieu qui est compétitif. Tu sais, mon garçon joue pour les géants, Les géants, c'est ils sont division souvent- 1. exact. Donc, Ouais. c'est très compétitif. Là, tu comprends qu'avec la compétition vient justement le fait de faire des erreurs. Et quand tu fais une erreur, qu'est-ce qui se produit? Ça commence à jouer sur ta confiance parce que tu te dis, faut pas que je fasse d'erreur. Donc, déjà, dans ton mindset, tu n'es pas en train de penser à réussir, tu es en train de penser à ne pas faire d'erreur. Donc, ça, c'est de quoi, puis tu as raison, c'est de quoi qu'il faut montrer aux jeunes. Faire des erreurs, c'est correct. C'est de répéter les mêmes erreurs tout le temps Voilà. qui n'est pas correct. Ouais. Donc, en mettant la pression à l'autre place, tu sais, on diminue l'impact parce que faut que tu en fasses pour pouvoir avancer. Ouais. Et peu importe si tu n'en fais pas au début, éventuellement, tu vas arriver à un niveau que tu vas en faire. Ben oui. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien de parfait. Mais de dédramatiser le fait de faire une erreur qui nous permet à ce moment-là d'avoir une attitude qui est beaucoup plus proactive pour se servir de cette erreur-là, pour la corriger et devenir meilleur, bien, ça devient de quoi en soi ou ce que tu viens de tomber dans l'apprentissage. J'essaie de trouver un parallèle entre le sport de Lisanne et le tien. Bon, il est évident, à première vue, comme ça. Ben, séparés à la naissance. exact, Nous, on était séparés, des jumeaux identiques. Par contre, lorsque m'as pas vu plonger. Non, non, c'est ça, exact. Ça s'en vient. Mais quand tu regardes le sport de Lisanne, par contre, à quel point tu veux gagner, mais à quel point il y a une certaine camaraderie. Puis j'ai l'impression de retrouver ça aussi dans les compétitions d'hommes forts. On regarde, puis tu sais que le gars, s'il réussit à avoir la prochaine étape, peut devenir le champion du monde, mais on voit les gars en arrière qui poussent avec lui, puis tabarouettes qui veulent qu'il réussisse. Moi, je trouve que c'est beau de voir ça dans votre sport, à quel point vous travaillez tous vers le même objectif, mais en même temps, vous êtes tous là, les uns pour les autres. Je pense que les vrais compétiteurs, peu importe, Lisanne pourra confirmer, mais je crois que peu importe la discipline que tu pratiques, quand tu le pratiques à haut niveau, tu comprends, comme je mentionnais tantôt, ton objectif, c'est pas d'être le meilleur. Ton objectif, c'est d'être le meilleur des meilleurs. C'est ça pour moi que ça veut dire être champion du monde. Et pour que ça arrive, il faut que les autres soient à leur meilleur. Puis en même temps, mais si tu te fais battre par quelqu'un qui est meilleur que toi, j'ai pas de problème avec ça. La vraie erreur, ça serait de se battre soi-même. Fait que moi, quand je vois quelqu'un réussir, ce que ça me permet de penser, c'est que s'il est capable, moi, je suis capable aussi. Puis par la force des choses, que ce soit dans ton sport, que tu arrives avec une nouvelle figure ou une nouvelle performance, quand la personne le fait, puis c'est de quoi de nouveau, au début, ce sont les premiers à le faire. Ouais. L'année d'après, ils le font toutes. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce c'est que tu vrai. les as ouvert la porte mentale à comprendre puis à prendre conscience qu'eux autres aussi sont capables. Donc, moi, je trouve que le vrai esprit du compétiteur, c'est ça. C'est de pousser les autres pour qu'ils se poussent, parce que plus loin ils vont me permettre d'aller. Puis c'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, souvent, on a tendance à être difficile avec eux autres, mais ils veulent tellement apprendre, par contre. C'est des éponges, c'est fou quand même. Tu sais, on dit toujours à la relance, c'est bien les jeunes. Non, non, les jeunes veulent apprendre, les jeunes veulent travailler, les jeunes veulent s'améliorer. Bro. Mais ils veulent aussi, ils veulent Ouais. réussir. Je pense qu'une des grandes difficultés qu'on a avec notre jeunesse, c'est quand on a un échec. Ouais, L'impact de l'échec est peut-être trop grand c'est vrai. pour qu'est-ce que c'est, il faut le relativiser. Parce que, comme je dis souvent, dans le sport, tu fais une contre-performance, tu as la chance de te reprendre parce qu'il va y en avoir d'autres compétitions. Oui. Des fois, dans la vie, il arrive des situations où ce que tu ne pourras pas te reprendre. Ouais. Donc, tu dédramatises ça parce que c'est la beauté du sport.
tu le pratiques pour aller au meilleur de tes capacités. Puis quand ça va mal, bien, c'est pas grave, on va s'en reprendre. C'est pas comme si ta vie était en jeu. Tu sais, ma référence, c'est que moi, il y avait un jeune qui s'appelait Bruno, puis qui avait un cancer. Puis là, j'avais été le rencontrer, puis là, mais Bruno, j'étais son idole, puis il était tellement content. Tu sais, il n'y a pas eu un cancer, il y en a eu 5. Wow. Aïe, aïe. Puis moi, c'était drôle parce que c'est moi qui étais son idole. Moi, Bruno est devenu mon idole parce que moi, en comparaison avec lui, moi, quand ça va mal, je peux me reprendre. Lui, ça va mal, c'est fini. Il a quand même gagné 4 fois avec le cancer l'emporte. Fait que pour moi, ça, c'était une belle démonstration de résilience. Le sourire qu'il avait dans le visage, malgré l'adversité qu'il vivait, bien, ça me parlait beaucoup. Et ça a dédramatisé, justement, ma carrière sportive. Parce qu'à un moment donné, oui, tu fais des erreurs, à un moment donné, tu as des contre-performances. C'est ça, la vie. C'est comme ça que ça se passe. On va retrousser nos manches, on va attacher nos bottes, puis on va travailler plus fort. Le fait d'être champion du monde t'a amené à ta deuxième carrière qu'on va parler au retour de la pause, parce que, comme je disais tantôt, tu as une belle carrière au niveau médiatique, entrepreneur également, bien implanté ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on poursuit avec Hugo Girard. Bougez pas. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express avec Hugo Girard. Hugo, je l'ai dit avant la pause, une carrière extraordinaire, l'homme le plus fort au monde. Tu visualisais ça depuis l'âge de 12 ans. Policier ensuite. Après ça, animateur télé, tu as fait des decks, tu as fait des salles de bain, tu as fait des barbecues. Tu as un podcast aujourd'hui. J'ai le chandail, en Oui, fait. Exact, qui est très, très beau. Si, mettons, je reparle au Hugo Girard, là, je m'en vais à Sainte-Anne-de-Port-Neuf en plein milieu du mois de décembre. Non, fin novembre, là, il neige, tout ça. Je reparle au kid de 12 ans. À partir de quel moment, dans tout ce que je viens de t'énumérer, il arrête puis il fait comme hey, le clown, c'est beau, là, t'en as trop fait. Qu'est-ce qu'il dirait, le kid de 12 ans d'Hugo Girard aujourd'hui? D'abord, il faudrait expliquer c'est quoi un podcast, mais sinon, pour le reste... Ouais, je te dirais que, honnêtement, je pense que c'est plus... j'ai overachievé versus les attentes que j'avais probablement envers moi-même et que les autres avaient envers moi. Tu sais, moi, quand je suis devenu champion du monde, ce que j'ai réalisé cette journée-là, c'est pas que j'étais l'homme le plus fort du monde. C'est que je pouvais devenir n'importe quoi que je voulais. Oui, ça, c'est Si beau. si je savais ce que je voulais, si j'y croyais assez, que je travaillais assez fort pour y arriver. Ça, c'est un peu comme si j'avais trouvé un clé sur le cadenas qui faisait en sorte de me limiter. Donc, moi, ça a été l'ouverture sur d'autres choses. Ça n'a pas été une finalité, ça a été comme un nouveau départ. Puis, tu sais, à partir de ce moment-là, j'avais la conviction que c'est pas ma carrière d'homme fort pour laquelle j'allais être le plus connu. Oui, c'est pas ça qui va te définir, en fait. Exactement, c'est Ouais. le terme que je cherchais. C'est pas ça qu'elle allait me définir. Mais il fallait que je passe par là, à cause de où ce que je venais et des outils que j'avais. Fait que j'ai pas choisi nécessairement les hommes forts, je te dirais, parce que c'était vraiment ça initialement. C'est parce que quand j'ai vu ça, j'ai vu que ça, j'étais capable. Ouais. Puis oui, il y a un certain attrait, puis mon père s'entraînait et tout ça. Mais tu sais, j'aurais aimé ça, moi, être comme les autres jeunes. Peut-être que j'aurais aimé ça jouer au football. Peut-être que j'aurais aimé ça pousser au hockey. On les avait pas, ces outils-là, puis j'avais pas le support en arrière de moi pour le faire. Fait qu'alors, à ce moment-là, ben, je travaillais toujours à l'intérieur de limites qui étaient beaucoup en deçà de celles que j'avais. Quand je suis devenu champion du monde, c'est comme si tu avais pris un stem. Bon, là, cette heure, tu peux. Fait que l'attitude s'est mise à changer et j'ai arrêté de me limiter. Oui. T'sais, Toi et les autres, hein, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait nos preuves, les portes s'ouvrent plus facilement aussi, là, parce que les gens ont un respect là, pour le compétiteur, l'athlète, on le sait, qu'il faut travailler tellement fort, puis justement, pour remporter des compétitions internationales. Fait que moi aussi, je l'ai vécu, puis je l'aime tellement, l'expression du cadenas, parce que on connaît notre recette d'apprentissage après, puis on a une meilleure confiance en nous. Fait que là, tout à coup,
c'est vrai qu'on fait OK, what's next? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis la recette, tu la connais. C'est juste que les ingrédients changent dedans. Exact. Ouais. Puis là, ça réussit. Fait que moi, j'ai... Tu sais, clairement, c'est au-delà de ce que je pensais accomplir. Puis maintenant, ben si j'ai le goût de le faire, ben pourquoi pas? Puis tu sais, si tu n'essayes rien, il ne se passera rien. Ouais. Ça, c'est une certitude dans la vie, là. Si tu attends que les choses arrivent par soi-même, bien, ils n'y arriveront pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que moi, ma vision de tout ça, je me considère quelqu'un d'ordinaire qui a fait des choses extraordinaires. Et le podcast me permet de rencontrer des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires aussi. Puis je trouve ça le fun parce que en discutant avec eux, ça t'amène à avoir des réflexions, à avoir d'autres points de vue. Ouais. Parce que finalement, tu viens que tu penses d'une certaine manière, tu le sais, comme athlète, tu te laisses pas ébranler par bien des choses. Parce que pour réussir, à un moment donné, il faut que tu sois concentré, puis tu deviens quand même assez égocentrique, là. On va se dire les vraies choses. Ouais. Parce que c'est ce que ça prend pour pouvoir réussir, pour d'arriver jusqu'au bout. Par la suite, bien, c'est plus facile parce que là, tu es capable d'avoir un recul sur ton cheminement, sur ta réussite, sur ta fameuse recette. Puis là, tu réalises que tu peux y arriver en faisant les choses autrement. Mais ça, tu ne peux pas le savoir avant l'avoir fait. Exact. Et ça t'a aidé aussi au niveau entrepreneurship, de justement, de t'être promené partout dans le monde, d'avoir eu de l'adversité avant, parce que partir une business, c'est une chose, mais que, encore là, c'est pas parce que tu pars aujourd'hui que ça va aller très bien demain. Donc, ça t'a aidé, ça aussi, au niveau de ton entrepreneuriat? Je te dirais que oui, surtout au niveau de la gestion du stress. Parce que comme athlète, c'est ça que tu fais. Tu gères du stress. Puis comme entrepreneur, tu gères du stress. Ouais. Puis il n'y en a pas de facile. Tu sais, c'est une compétition, elle est ton affaire. Ben ouais. C'est juste que c'est un autre type de compétition. Puis c'est pas nécessairement de quoi qui est inconnu de voir un athlète qui se convertit en homme d'affaires et de réussir. Parce que généralement, ils vont mettre le même cœur à l'ouvrage qu'ils ont mis dans leur carrière d'athlète. Puis en même temps, il y a des gens qui sont des entrepreneurs à succès. Puis ces gens-là auraient réussi comme athlètes aussi. Parce qu'ils ont fait, finalement cette même attitude-là. La vaillance, là, ça fait vraiment partie de cette lignée-là, là, j'ai l'impression. Parce que, tu sais, quand tu es toute seule avec toi-même, mon père est un entrepreneur, il dit, tu sais, tu pars courir, puis ça marche pas cette journée-là, tu reviens à la maison, ça se termine là. Quand tu as des employés, ces employés-là, il faut qu'ils nourrissent leur famille et tout ça. Donc, c'est là aussi, à un moment donné, tu fais comment? Il n'y a pas juste moi là-dedans, il y a tout le monde, là. Oui, puis, tu sais, le sport est une bonne école d'apprentissage pour te permettre de convertir ça dans d'autres domaines, que ce soit comme entrepreneur ou comme employé. Parce qu'au final, tu as une vision qui devient différente. Parce que tu comprends c'est quoi de donner un effort honnête. Tu comprends? Tu comprends c'est quoi le travail. Puis le prix que tu payes pour pouvoir, justement, arriver à faire quelque chose. Quand tu vas travailler, tu as le choix. Tu peux aller travailler puis juste passer à travers ta journée puis faire le minimum. Ou tu peux travailler et en faire plus. Une chose est certaine, quand tu en fais plus, éventuellement, il va y avoir de quoi de plus qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu te fais remarquer, même quand tu penses que personne ne te regarde. C'est vrai. Donc, tu le fais pas parce que tu veux que les gens te voient. Tu le fais pourquoi? Parce que tu es de même. C'est toi ta recette de succès. Il y a une question de fierté. Puis je pense que cette fierté-là est importante, que tu l'appliques comme employé, comme entrepreneur, comme athlète, comme étudiant. Quand tu es fier, tu ne donnes pas le minimum. Non. Quand tu es fier, mais tu donnes tout ce que tu as. Et tout ce que tu as va te donner, je te dirais, un miroir de qu'est-ce que tu vaux. Et à partir de là, ça doit te déterminer si c'est ça que tu vaux ou si tu en veux plus. Tu sais, au niveau de tes employés, à un moment donné, oui, c'est à toi la business. Mettons, si on pense au gym, mais quand tu as un gérant ou tu as des employés qui gèrent ça comme si c'était à eux autres, c'est ça que tu aimes aussi, dans le sens que, écoute, gère-les comme si c'était à toi. Là. Puis ça, c'est ça être un leader. Ouais. Un leader, c'est de pas dire aux autres quoi faire, c'est de demander aux autres de faire comme moi. Fait que ça, c'est la partie la plus difficile, c'est de vendre ta philosophie d'entreprise. Ta vision, pour être sûr qu'ils s'en vont dans la même lignée et que tu n'as pas le stress de tout le temps devoir vérifier. Puis tu sais, c'est difficile parce que autant que tu as de personnes, autant que tu as de personnalités différentes. Ouais. Donc, c'est d'emmener les gens à voir la business de la même manière que toi, puis de comprendre que finalement, la business ne peut pas fonctionner sans eux autres, mais elle ne peut pas fonctionner sans toi non plus. Définitivement. Il reste 1 minute 45. Je veux qu'on parle de ton podcast parce que tu en parlais hors d'onde tantôt que tu veux justement
aller chercher, pas une clientèle, un auditoire qui, justement, ne te connaît pas. Ça, avec, c'est un autre défi, tu te lances, parce que ça serait facile pour toi de dire, sais-tu, moi, je vais recevoir l'univers de la boxe, de la lutte, ou peu importe, ce serait facile des hommes forts, des filles qui réussissent là-dedans aussi. Non, non, non. Toi, tu sors des sentiers battus, tu sors probablement de ta zone de confort, puis tu t'en vas à des endroits où, tabarouette, on fait comme, attends, Hugo Girard s'intéresse à ça. C'est le fun aussi. Mais tu vois, tu touches un point important. Parce que moi, la zone d'inconfort, c'est ma zone de confort, parce que j'ai jamais fité dans le moule. Okay. Tu sais, j'ai toujours été différent, j'ai toujours fait les choses de façon différente, pas parce que je voulais être différent, juste parce que, tu sais, quand j'étais allé à l'école de police, j'ai fait mon stage habillé en civil parce qu'il n'y avait pas de fait de linge. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Fait que là, ben, c'est pas moi qui le voulais, ça a donné comme ça, mais tu passes à travers ça, puis oui, ça laisse des traces, parce que tu vis quand même des émotions. Ouais. Qui sont partagés. Parce que oui, il y a une certaine fierté. Ah, je l'ai passé pareil, mais en même temps, le message que tu reçois, c'est qu'ils ne pensaient pas que tu allais passer. Fait que c'est pour ça que tu n'en as pas. Fait que, au final, moi, le podcast me permet de me sortir, d'aller où ce que ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je parle à des gens qui se sont démarqués, peu importe dans le domaine, moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Le succès, ça me parle. Quand je vois des gens qui réussissent, puis des gens que j'admire, bien, je trouve que ça vaut la peine de pouvoir échanger avec eux autres, parce qu'en échangeant avec eux, je vais grandir. Mais oui. Puis c'est ça que j'aime. Puis des fois, tu reçois des gens que tu vas respecter, tu ne partages pas nécessairement les mêmes valeurs, mais d'avoir une discussion qui va t'emmener à avoir des réflexions, ça, je trouve ça important. Parce que c'est comme ça qu'on établit puis qu'on change les choses. Tellement beau, puis malheureusement, on doit se terminer là-dessus, mais c'est tellement 2025 ce que tu dis, parce que le climat politique ici, ailleurs, ça a tellement divisé des parents, des familles depuis 5-6 ans. On peut juste se parler? Ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes opinions. On n'est pas obligé de défaire une famille pour Et ça. voilà, la communication, c'est le nerf de la guerre. Hugo, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Bien plaisir. content du dernier 25 minutes qu'on a passé ensemble. Je trouve qu'on est allé sur des terrains où on ne va pas à l'habitude. Un gros merci. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et Hugo l'a dit tantôt, c'est donc bien sharp votre environnement. C'est sûr, parce que nous, on a du bingo. Et c'est ce qui aide à avoir une belle télévision comme la nôtre. On parle des gagnants en retour. Bougez pas. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Alors, Alex, il y avait du bingo, hein? Oh oui, madame. Alors, bravo à Huguette Sans Souci, Stéphane Dano, Dominique Boudreau, Micheline Danois, José Saint-Laurent et André Caron. C'est M. Caron qui a remporté 3 000 c'est Honnêtement, un mois et demi avant Noël, ça se prend bien. Hey, Bruno, tant qu'à dire plein d'affaires, plein de dépositaires dans la région également. Hein, c'est ça. On peut aller dans les dépanneurs, dans les épiceries de la région pour jouer les dimanches ici. Merci, Lisanne. Merci. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.